Bonsoir, il est 20 h, passé d'une minute, et nous allons commencer notre deuxième session live de notre MOOC consacré à l'analyse financière. Je suis heureux d'accueillir autour de moi mon ami Simon Guéguin, professeur de Dauphine, que je vais faire intervenir dans quelques instants et qui participe au chat, car vous avez compris que sur un MOOC, il est important de trouver des réponses aux questions qu'on peut se poser lorsqu'on travaille sur les vidéos, sur les chats qui sont mis à votre disposition. Et puis il y a bien sûr l'homme indispensable de la soirée, c'est Guillaume Gibon, assisté d'Arthur, qui est là pour cette session. Je vous rappelle que l'enregistrement que nous faisons de cette session live, il est disponible sur Internet, ensuite sur la plateforme. Pour la première semaine, il a été vu 10 000 fois. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. 40-45 minutes, comme la semaine dernière. On va parler du besoin en fonds de roulement. Je vous avais laissé un exercice sur le besoin en fonds de roulement de Gremlin, de calcul et d'interprétation. C'est ce qu'on va faire. Et dans un instant, même maintenant, je laisse la parole à Simon pour se présenter. Simon, c'est à toi. Bonsoir, donc je m'appelle Simon Guéguin, je suis enseignant-chercheur à Paris Dauphine, j'enseigne la finance d'entreprise. Je suis par ailleurs ancien analyste financier, j'étais analyste stratège sur action plus précisément. Et puis je participe aussi avec Pascal mensuellement à la lettre Vernimène. Voilà, et je suis très content de participer à ce MOOC. Merci Simon. Et maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume pour quelques aspects techniques du déroulement de ce MOOC. Bien sûr, avant de laisser la parole à Pascal, c'est pour lui qu'on s'est tous connectés ce soir. Je voudrais effectivement revenir sur quelques éléments qui vous permettront d'avoir la meilleure expérience possible sur Spreecast. La première chose qui est très très importante, c'est de se connecter directement sur la plateforme spreecast.com. Pour ceux qui seraient en train de visualiser ce live depuis la plateforme First Business MOOC, vous pouvez accéder à spreecast.com en double-cliquant sur l'image. Ensuite, une deuxième chose très importante qui est pour interagir avec Pascal et qu'on puisse éventuellement monter vos questions à l'écran comme vous avez pu le voir la semaine dernière, il est important de se connecter à Spreecast. Ça peut être fait très facilement avec des connecteurs automatiques via Facebook ou Twitter ou avec, si vous avez un peu plus de temps, en utilisant votre adresse email. Un autre point important, c'est pour illustrer les détails pratiques liés cette semaine au calcul du BFR, nous allons utiliser, comme la semaine dernière, un certain nombre de slides. Vous voyez ces slides, vous en avez un qui est apparu, qui apparaît généralement en plein milieu de l'écran. Pour une meilleure visibilité de Pascal et du cours, je vous invite à cliquer dessus, à rester cliqué, et vous verrez qu'en bougeant votre souris, vous pouvez très facilement bouger la position de ce slide-là. Une fois qu'il a été bougé, les autres slides apparaîtront exactement au même endroit. Enfin, dernier élément très important pour poser vos questions, vous avez vu que vous avez à votre disposition sur la droite de l'écran un live chat. Donc, présentez-vous, discutez entre vous, posez vos questions à Pascal. Nous identifierons à l'intérieur de ce live chat les questions qui, pour nous, sont les plus pertinentes et nous en profiterons à ce moment-là pour les monter à l'écran. Voilà, j'en ai fini avec les recommandations un peu techniques et je laisse donc la parole à Pascal pour poursuivre et rentrer dans le vif du sujet, donc le calcul du BFR et de ses ratios pour la société Gremlin. Merci et très bonne session. Merci Guillaume. Avant de venir à la technique sur le besoin en fonds de roulement, juste un mot parce qu'on a beaucoup de questions qui nous sont posées sur l'attestation de réussite au MOOC. En fait, on vous propose deux choses pour ceux qui le souhaiteront. Et voilà, vous avez un slide qui apparaît, et demain, on va vous envoyer une newsletter qui précisera en détail tout ceci. Mais retenez qu'il y a deux éléments qui sont disponibles. Il y a soit l'attestation de réussite au MOOC, soit une certification plus complète sur l'ensemble du corporate finance, de la finance d'entreprise, que j'ai conçue avec First Finance. Sur l'attestation de réussite au MOOC, c'est facultatif, c'est ce qu'on appelle la 5e semaine. Dans cette 5e semaine, on mettra à votre disposition un examen d'analyse financière que j'ai conçu, qui est en fait un cas d'une société comme Gremlin, c'est pas Gremlin naturellement, mais c'est un autre cas, une autre situation, et sur lequel que je corrigerai, et on vous posera un certain nombre de questions. Cet exercice, cet examen comptera pour 50% de la note finale. Les autres 50%
étant constitué par les 4 quiz qui correspondent aux 4 semaines. Et sur les quiz de la semaine 2, je vous avais déjà dit sur la première semaine, on avait des très bons résultats. Là, il y en a beaucoup plus qui ont été faits sur l'ensemble de la première semaine. Les résultats sont tout à fait honorables avec une moyenne de 13. Et déjà sur la deuxième semaine, on a une moyenne de 14. Donc les quiz compteront pour la moitié de la notation finale. Le test final, le cas que je suis en train de concocter, comptera pour l'autre moitié et on obtient l'attestation de réussite au MOOC dès lors que l'on a une note qui dépasse 12 sur 20. Mais ceci vous sera précisé dans le mail que vous recevrez demain et on créera une ligne spécifique au chat sur ce sujet-là. Donc vous pourrez poser vos questions. Je sais, j'en ai déjà vu de nombreuses déjà et on vous le précisera demain. Et puis, j'y reviendrai certainement dans la 3e session, voire la 4e session de ce live. L'autre élément, c'est le certificat de Corporate Finance Foundation, qui est plus vaste, mais dont l'analyse financière constitue la base, et pour lequel vous pouvez le passer dans la foulée de ce MOOC. Pareil, vous avez des détails dans la newsletter que vous recevrez demain, et on pourra en parler sur le chat spécifique à ce sujet-là et dans les prochaines saisons. Cette certification est reconnue par bon nombre de MBA, de banques d'affaires et d'investissement, qui permettent donc une meilleure reconnaissance de vos compétences professionnelles en finance d'entreprise. Ceci étant dit, je vais passer à mon besoin en fonds de roulement. C'est l'exercice que je vous avais laissé. On avait vu dans la vidéo la deuxième semaine consacrée aux besoins en fonds de roulement, le concept de besoin en fonds de roulement. Je vous rappelle, c'est un décalage de trésorerie entre le moment où je paye mes fournisseurs et le moment où je suis payé par mes clients. Et on avait vu ensemble qu'il y avait 5 grandes caractéristiques du besoin en fonds de roulement. Il était lié à l'activité, c'est-à-dire qu'il évoluait avec l'activité, qu'il était souvent saisonnier lorsque l'activité n'était pas régulière tout au long de l'année, qu'il avait une double caractéristique qui est apparemment contradictoire au départ, liquide et permanent. Liquide parce que les éléments du besoin en fonds de roulement, tôt ou tard, vont se transformer en cash, un stock va être vendu, un client va finir par payer, mais qui était permanent parce que les clients se renouvelaient, les fournisseurs se renouvelaient, les stocks se renouvelaient. Donc il avait une permanence dans l'entreprise, bien qu'étant éminemment liquide. Qu'il était sensible à la clôture de l'exercice, en particulier si l'activité était saisonnière, et que très souvent les entreprises, quand elles le peuvent, choisissent une date de clôture de leur exercice qui leur permet de minimiser le besoin en fonds de roulement qui apparaît à la clôture de l'exercice, et donc de minimiser l'endettement qu'elles supportent et qu'elles font apparaître dans leur bilan. Et puis, dernier élément, idée force, c'était une idée du rapport de force de l'entreprise avec son environnement immédiat. Ceci étant dit, regardons, et Guillaume va nous envoyer la slide, regardons le besoin en fonds de roulement en 96. Vous avez en jaune les éléments liés au stock, vous aviez en rouge les éléments liés aux clients, et vous aviez en vert les éléments liés aux fournisseurs au sens large du terme. Et ceci nous permettait d'avoir un stock de 969, des créances d'exploitation qui par hasard cette année-là chez Gremlin étaient aussi de 969, avec des dettes d'exploitation de 1336, et donc un besoin en fonds de roulement sur l'année 96 de 602. Maintenant, on va regarder sur l'année 97-98, on verra le détail des calculs, et puis ensuite, ensemble, on fera la partie la plus intéressante, c'est-à-dire l'interprétation de ce besoin en fonds de roulement, de ces ratios. Et donc là, maintenant, vous avez affiché à l'écran les calculs similaires à ceux qu'on a fait pour 96, pour l'année 97-98. Je vous rappelle, pas de panique, ces tableaux sont téléchargeables sur la plateforme. Et donc, sur l'exercice 97, stock 2612, 1657 de créances d'exploitation, dette d'exploitation de 2025, ce qui faisait un besoin en fonds de roulement de 2224. Et puis pour 98, le même calcul aboutit à un chiffre de 7338. Regardons maintenant les calculs des ratios de besoins en fonds de roulement de Grameen. Et donc le premier ratio, c'est comme l'activité se développe, le besoin en fonds de roulement se développe plus ou moins parallèlement avec l'activité. Donc on a envie de mesurer combien représente le besoin en fonds de roulement par rapport à l'activité de la société, comme si c'était une activité stable.
D'où l'idée de calculer le besoin en fonds de roulement rapporté au chiffre d'affaires multiplié par 365, puisque dans une année, il y a 365 jours. Le besoin en fonds de roulement a deux composantes principales qui sont exprimées toutes TTC, TVA incluse au bilan, qui sont les stocks, qui sont, pardon, justement, les clients et les fournisseurs, mais pas les stocks. Et le chiffre d'affaires vient du compte de résultat, lequel, par construction, est hors taxe. Donc, on a ce correctif de TVA qui était expliqué dans les vidéos qu'on retrouve ici. Et donc, j'ai une rotation du besoin en fonds de roulement de Gremlin, 25 jours en 96, 71 jours en 97, 131 jours en 98. Maintenant, on va approfondir en regardant le ratio de rotation des clients. Ratio de rotation des clients, je vais prendre mes créances clients, fois 365, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mon correctif de TVA. Ici, je m'intéresse non pas à l'ensemble des créances d'exploitation, je m'intéresse aux créances clients, qui sont l'essentiel. Le reste, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai de la TVA à récupérer, par exemple, ou j'ai versé des acomptes sur les sociétés en avance, qui font partie d'autres créances d'exploitation, mais qui ne sont pas des créances clients. Ici, ce que je m'intéresse à regarder, c'est l'évolution au cours du temps du délai moyen de paiement de mes clients. Et donc, c'est pour ça que je prends que la ligne créance client parmi l'ensemble des créances d'exploitation qui figurent à l'actif de mon bilan. Et une fois que j'ai fait le calcul, j'ai 39 jours la première année, 41 jours en 97, et je termine en 98 avec 100 jours. Je vous rappelle, on a une activité saisonnière, donc on ne pourra pas porter de jugement sur le niveau absolu, parce que la saisonnalité déforme les chiffres. Par contre, on pourra, dans quelques instants, quand on aura fini les calculs, porter un jugement sur l'évolution en niveau, année après année, puisqu'à chaque fois qu'on prend la photo, on est à la même période de l'année, donc on a le même effet saisonnalité, et dès lors qu'on compare sur plusieurs années de suite, il s'efface. Regardons maintenant sur les stocks. Sur les stocks, c'est la diapositive suivante qui va s'afficher. C'est une diapositive que l'on peut, que vous retrouverez sur la plateforme. Je vous rappelle qu'ici, on n'a pas de problématique de stock. On n'a pas de problématique de TVA sur les stocks, pardon, puisque les stocks correspondant à des produits qui n'ont pas encore été vendus ou en cours de fabrication sont hors TVA. Je vous rappelle aussi qu'on a affaire à une société britannique, donc avec un compte de résultat qui est présenté par fonction, et donc on s'adapte au fait que le compte de résultat est présenté par fonction en ayant un dénominateur qui est le coût des ventes. Donc stock divisé par le coût des ventes, bon, c'est une division comme on a appris à les faire tous en CE1 ou CE2, et j'ai un ratio de rotation des stocks, 109 la première année, 213 la deuxième année, 194 la dernière année. Et on va regarder ça, au niveau de l'interprétation, une fois qu'on aura regardé le calcul du dernier ratio de rotation, c'est le ratio sur les fournisseurs. Et là, Guillaume nous envoie la slide. Et voilà, la voici. Mon ratio, c'est dette fournisseur. Et puis là, j'ai un pis-aller. J'ai un pis-aller, j'ai une comptabilité du compte de résultat qui est présentée par fonction. Donc, idéalement, j'aurais bien aimé avoir les consommations de matières premières, les consommations de marchandises et les achats de services, ce qui aurait bien été mis en rapport avec la dette fournisseur, puisque ce sont des fournisseurs qui m'auraient accordé des matières premières, des marchandises ou des services. Malheureusement, ici, je suis dans une comptabilité anglo-saxonne où je n'aurai pas la consommation de matières premières ou la consommation de marchandises, mais j'aurai des coûts de marketing, des coûts de recherche et développement, etc. J'aurai par fonction. Et donc, pour essayer de me rapprocher, je vais prendre des coûts d'exploitation. Et les coûts d'exploitation, on les a calculés, comme ça vous est rappelé, comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation. C'est un pis-aller, mais on fait avec ce qu'on a, et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On fait avec ce qu'on a, et donc j'ai un coût d'exploitation, j'ai des coûts d'exploitation, différence entre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation, mais dedans, je vais trouver beaucoup de choses. Et comme je vais trouver beaucoup de choses, parce que je vais trouver du personnel, des dotations aux amortissements, du service, des matières premières, etc., je vais prendre ma dette fournisseur au sens global, pour être à peu près homogène.
Je n'aurais pas fait comme cela si j'avais un compte de résultats présenté par nature, et ça je vous renvoie aux vidéos, plus un certain nombre de commentaires que j'ai fait sur le chat à des gens qui m'ont posé la question. Et donc j'ai un ratio de fournisseurs en termes de rotation, de 75 jours la première année en 96, puis 83 en 97, puis 83 de nouveau en 98. Donc voilà pour l'exercice calculatoire qui vous est donné, mais en analyse financière, on ne fait jamais des calculs pour le plaisir de faire des calculs, on fait des calculs pour préparer la réflexion. Et donc on va regarder maintenant ensemble la réflexion que l'on peut tirer de ces chiffres qu'on a établis. Et donc on a une synthèse générale des ratios, merci Guillaume. On part du global, j'ai un besoin en fonds de roulement qui explose littéralement. Cette société est une société réelle. C'est très rare de voir une entreprise qui, en l'espace de 2 ans, passe d'un besoin en fonds de roulement qui représente 25 jours à ensuite 71 jours, puis à 131 jours. Ça veut dire que sur la période en simplement 2 ans, l'entreprise a un besoin en fonds de roulement 5 fois plus élevé, 25 qui devient 131, mais n'oubliez pas qu'il s'applique à un chiffre d'affaires, c'est-à-dire à une base qui elle-même a été multipliée par 2,5 puisque le chiffre d'affaires passe d'environ 7,5 millions à quasiment 18 millions. Donc là, on a un dérapage extraordinaire, au sens premier du terme, qui sort de l'ordinaire de mon besoin en fonds de roulement. Et donc, ce dérapage, je vais essayer de le comprendre. Et c'est à cela que nous servent les 3 autres ratios plus bas. Quand je les regarde les uns après les autres, je m'aperçois qu'au niveau du client, 39, 41, 100. Donc je vois qu'ici, j'ai un niveau très très important de dérapage. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que, je m'internationalise de plus en plus. Le marché n'est plus un marché régional ni même national, il devient un marché mondial. Et quand vous exportez loin de vos bases, eh bien, les clients mettent plus de temps à payer. Ils en profitent. Et le deuxième élément, c'est que nos clients, qu'est-ce que c'est? C'est des grands distributeurs. C'est pas l'individu comme vous et moi ou nos petits frères et nos petites sœurs qui achètent des jeux vidéo. C'est Carrefour, c'est Safeway, c'est Tesco. Ce sont des groupes qui font des chiffres d'affaires colossaux, qui sont extrêmement puissants. Et face à eux, qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer mes produits, mais dans mes produits, j'ai pas de produit phare. J'ai pas de blockbuster, comme on appelle en termes techniques, c'est-à-dire d'un produit qui serait perçu comme étant extrêmement attractif, qui ferait venir les clients dans les hypermarchés ou les supermarchés, et pour lequel je pourrais dicter mes conditions à mes distributeurs, Tesco et les autres, Carrefour. Là, je suis en position de faiblesse. Rappelez-vous, dans une des annexes du cas Gremlin, on avait déjà vu, mon meilleur produit se vend à 300 000 exemplaires. Comme on dit de nos jours, c'est pas nul, 300 000 exemplaires, mais un blockbuster, c'est 5 millions d'exemplaires, si vous voulez. Donc, vis-à-vis de ces gens-là, ils peuvent se passer de moi. Mais par contre, moi, je peux ne pas passer, pardon, je vais trop vite, mais moi, je ne peux pas me passer de la grande distribution. C'est mon canal principal. Donc, je subis leur diktat. Et vous savez, souvent, quand je parle à mes étudiants de besoin en fonds de roulement, le meilleur cours sur le besoin en fonds de roulement, c'est de voir la vérité sigement en deux. Et là, vous voyez ce que c'est que le besoin en fonds de roulement et les relations entre les PME et la grande distribution. Donc voilà l'explication de l'augmentation considérable des délais de paiement de mes clients à ce niveau-là. Sur les stocks, vous voyez qu'aussi, j'ai quasiment un doublement du niveau des stocks. Alors là, on peut se poser 2 questions. Les stocks, il n'y a pas une unicité des stocks. Les stocks, c'est des éléments différents. Vous avez des stocks de produits finis et vous avez des stocks de produits en cours de développement, principalement chez Gremlin, parce qu'il n'y a pas de stock de matières premières véritablement. Donc, il faudrait qu'on analyse plus en détail l'évolution du poste de stock. Parce qu'on pourrait se dire, si cette évolution est due au stock de produits finis, ça veut dire que l'entreprise a suranticipé la demande ou que le produit n'a pas rencontré son marché. C'est-à-dire qu'elle avait anticipé de vendre de nombreux produits, mais qu'elle ne les a pas vendus. Donc ça, c'est pas un bon signe, parce que ça veut dire que dans ce secteur-là, vous avez une fenêtre pendant quelques semaines, pendant quelques mois pour vendre le produit, et si vous ne l'avez pas vendu, eh bien, un nouveau produit des concurrents qui arrive, parce que la nouveauté est là en permanence, et vous êtes obligé de brader pour pouvoir écouler vos stocks. Donc ça pourrait être une interprétation possible. Quand on regarde, et on va regarder maintenant
avec Guillaume qui va nous envoyer la slide, le détail des stocks, on se rend compte que l'évolution chez Gremlin, c'est tellement au niveau des stocks de produits finis. Vous voyez, mon niveau de produits finis double de 430 à 852, et le chiffre d'affaires, vous vous en rappelez, avait été multiplié par 2,5. Donc le problème, il ne vient pas au niveau des produits finis. Ça aurait pu être une explication dans un autre cas de figure, dans un autre cas. Ici, l'explication, elle vient du stock de produits en cours de fabrication. Vous voyez l'explosion de 539 000 euros en 96 à 4 283 en 98. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, c'est la complexité progressive des jeux vidéo. On veut toujours plus de sophistication, plus de réel, plus d'émotion, plus de frissons, et ça demande du développement. Et donc, cette société est dans une spirale presque sans fin de course à faire des produits de plus en plus sophistiqués. Qui dit produits de plus en plus sophistiqués dit plus de temps pour les fabriquer, plus de coûts de développement, plus de développeurs. Et donc, l'explosion du niveau des stocks chez Gremlin est essentiellement due au stock de produits en cours de fabrication. On aura l'occasion d'y revenir dans la 4e semaine, mais vous comprenez bien qu'un stock en cours de fabrication est pour un financier un vrai problème, un vrai dilemme. C'est inscrit au bilan pour 4 283, mais si on devait le vendre, on ne pourrait pas le vendre parce que le produit n'est pas fini. Donc il faudrait peut-être investir 500 000, 1 million, 2 millions, on ne sait, pour achever le développement du produit et voir ensuite si ce produit correspond aux attentes des clients. Et donc vous voyez, c'est une énigme cette valorisation des stocks de produits en cours de fabrication. Comptablement, on sait la faire, c'est la somme des coûts qui ont été consacrés principalement en temps homme pour construire ces produits en cours de fabrication, et comme ils sont en cours de fabrication, ils ne sont pas finis, et donc c'est un vrai sujet. Revenons maintenant à l'évolution du fournisseur, qui est le dernier poste que j'ai regardé. Fournisseur, je n'ai pas des marges de manœuvre extrêmement fortes. Quels sont mes fournisseurs? Ce sont des fournisseurs qui me font le hard, qui me font la jaquette, qui me font le plastique, qui me font le DVD sur lequel le jeu va se retrouver. Or, ce sont des très très grands groupes chimiques pour l'essentiel, et la capacité que j'ai à obtenir de meilleures conditions auprès d'eux, c'est-à-dire la capacité à répercuter le fait que auprès de mes clients j'ai de moins bonnes conditions de paiement, ben, j'y arrive pas. Vous voyez, je suis stable à 80 jours environ, et j'y arrive pas à obtenir d'eux de meilleures conditions. Donc vous avez d'un côté une incapacité à faire mieux du côté des fournisseurs en obtenant des délais plus longs, et puis du côté des clients et des stocks, un dérapage. Et donc, c'est pas étonnant que j'ai un besoin en fonds de roulement qui explose de 25 jours à 131 jours. C'est un élément extrêmement préoccupant dans l'avenir de Gremlin. Parce que l'explosion du besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque année, il croît, et donc le supplément de besoin en fonds de roulement va réduire ma capacité d'autofinancement, voire même annuler complètement le cash que l'entreprise génère. Mais ça, on aura l'occasion de le voir plus en détail dans la 3e semaine, c'est-à-dire dans très peu de temps. Je vous propose maintenant, avec Guillaume, parce que je crois qu'il y a de nombreuses questions qui sont apparues sur le chat, de prendre des questions. Je vais laisser mon ami Simon répondre à la première question. Alors, quelle est-elle cette première question? Alors, elle arrive, elle est coincée. Ah voilà, ah voilà. Alors, une entreprise qui clôture ses comptes en dehors des périodes de clôture traditionnelles a-t-elle obligatoirement un BFR saisonnier? Il y a de fortes chances. En fait, si vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils clôturent les comptes en dehors des périodes de clôture, ils vous répondront probablement pas qu'ils veulent afficher un BFR minimum. Ils vont vous dire qu'ils gagnent un petit peu d'économie sur les frais de commissariat au compte, puisque comme vous avez à peu près les 3/4 des sociétés qui clôturent au 31/12, ça fait des économies pour les autres. Bon. En réalité, ça peut expliquer éventuellement pourquoi vous clôturez pas au 31/12, mais si vous clôturez par exemple au 30 septembre, ça explique pas pourquoi vous avez choisi cette date-là en particulier. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'une entreprise qui clôture en dehors du 31/12 a toujours un BFR saisonnier? Probablement pas, mais c'est souvent le cas. Par contre, une entreprise qui clôture en dehors du 31/12
et qui a un BFR saisonnier va presque systématiquement choisir normalement la date à laquelle le BFR est le plus faible. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que sur l'analyse dynamique, ça va pas perturber énormément, puisque de toute façon, on va regarder l'évolution d'une année sur l'autre. C'est plus qu'on sera sur les ratios de dette que éventuellement la question pourra se poser. Bon, on a le temps, je vois, oui, on a largement le temps. Donc Guillaume, on peut prendre une deuxième question. Qu'est-ce qui remonte des chats que tu voulais nous soumettre à notre sagacité? Une question de Jérôme. Euh, Pourquoi dans le calcul du ratio client, vous avez intégré les autres débiteurs d'exploitation que pour le ratio fournisseur, vous avez intégré les autres créditeurs d'exploitation? En fait, ici, euh, bon, le terme créditeur d'exploitation et débiteur d'exploitation, certes, c'est celui du cas, donc je suis l'auteur, donc j'assume, mais je trouve que pédagogiquement, c'est de très mauvais termes. Parce qu'on ne sait jamais qui est créditeur, qui est débiteur. Et donc, moi, je préférerais, alors ça sera de nouvelle édition du MOOC, si on en fait une, on va changer ça, débiteur et créditeur, c'est casse-gueule, c'est source de confusion, parler de créance d'exploitation et de dette d'exploitation. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus simple. Euh, donc, j'expliquais tout à l'heure que dans le ratio client, quand je veux mesurer le ratio client, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le client. Alors, je peux avoir d'autres créances d'exploitation, comme des impôts, de la TVA, ou d'autres éléments liés à l'exploitation, qui ne sont pas liés à ma politique commerciale, qui ne sont pas liés au délai de paiement que je laisse à mes clients. Or, moi, ça m'intéresse de savoir justement quelle est la politique de l'entreprise en matière de délai de paiement. Hein. Car certaines entreprises peuvent avoir des politiques de laisser des délais de paiement très longs à leurs clients, parce que c'est une façon pour elles de... C'est un argument commercial. Et peut-être qu'elles ne sont pas bonnes sur le prix, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes sur la qualité, et qu'elles se rattrapent sur le délai commercial. Et ça, dans l'analyse, ça m'intéresse. Et puis j'en connais d'autres qui, au contraire, vont accorder des délais de paiement très très courts à leurs clients, parce qu'elles ont une problématique de besoin en fonds de roulement qu'elles veulent contrôler le plus près possible et réduire as far as possible, autant que possible, leurs besoins en fonds de roulement. Souvent, ça sera fait au détriment des marges. Parce qu'un client pourra accepter de payer à 15 jours, par exemple, mais dans ce cas-là, il demandera peut-être une ristourne d'1% ou d'1,5% parce qu'il paye à 15 jours et qu'il ne paye pas à 2 mois comme d'autres. Donc, quelqu'un, je voyais sur le chat, disait, mais jusqu'où on peut descendre dans la réduction du besoin en fonds de roulement? Faut-il le ramener à zéro? euh, Le sujet est malheureusement un petit peu plus compliqué que cela. Il ne s'agit pas de le ramener à zéro. Il s'agit d'éviter des dérapages importants. Et malheureusement, la Gremlin n'y arrive pas du tout. Et donc, parce que les dérapages se traduisent par une consommation de cash, ça c'est un élément important. Ensuite, d'une certaine façon, je dirais que vous pouvez réduire le délai que vous accordez à vos clients, et donc réduire votre besoin en fonds de roulement, et donc augmenter le cash que vous générez, mais parfois vous êtes amené à le payer. Parce que si vous dites à vos clients, Coco, tu ne me paies plus à 2 mois, mais tu me paies à 15 jours, le Coco en question va vous dire, très bien, mais dans ce cas-là, je ne t'achète plus le produit à 100, je te l'achète à 98,5. Et donc, il y a quelque part un échange, un trade-off entre un volume de besoin en fonds de roulement qui se traduit par une trésorerie plus ou moins à l'aise, et de l'autre, des marges de l'entreprise. Guillaume, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps de prendre une troisième question. Alors, qu'est-ce qui nous remonte? Tu veux la faire, Simon? Je la prends? Je la prends. Qu'est-ce qu'un besoin en fonds de roulement normatif? Qu'est-ce qu'un et la différence avec un BFR d'exploitation? Normatif, ça veut dire c'est normalement le niveau qu'on devrait avoir. C'est normalement le niveau qu'on devrait avoir parce qu'on s'est comparé à la concurrence et que les autres ont un besoin en fonds de roulement, mettons, de 60 jours. Et donc, nous, normalement, dans ce secteur-là, on devrait avoir 60 jours. Une fois qu'on a dit ça, très souvent, on se rend compte que les entreprises se disent que leur besoin en fonds de roulement normatif, ça devrait être, mettons, 60 jours, pour continuer sur cet exemple, et que c'est un peu évasif, et qu'elles n'y arrivent jamais. Et qu'elles nient la réalité qui s'impose à elles en disant, mais c'est pas grave, dans quelques temps, on va tendre vers notre besoin en fonds de roulement normatif. Cela dit, ce n'est pas inutile pour l'analyste. L'analyste qui veut faire des prévisions dans la durée, qui veut établir un plan de trésorerie, il a quand même besoin, à un moment donné, d'avoir une idée du besoin en fonds de roulement de la société. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'entreprise pourra avoir eu des difficultés
avoir une période de rodage plus ou moins longue, avoir été soumise à des fluctuations très importantes d'un coût de matière première, qui fait qu'elle s'est éloignée d'une norme, d'une moyenne normale. Et donc, on voudra la faire reconverger vers le normatif. Donc, le normatif, c'est le paradis sur Terre, c'est l'idéal. Souvent, on n'y arrive pas. Et le besoin en fonds de roulement, bah, c'est la réalité de vos chiffres liés à l'exploitation, c'est-à-dire que tout ce qui est hors exploitation, c'est-à-dire un crédit qui vous est accordé par exemple par un fournisseur d'exploitation, ou vous avez une indemnité d'assurance parce que votre bar a flambé, que vous aurez enregistré mais la compagnie n'a pas encore payé, ça c'est hors exploitation, c'est non récurrent, c'est non lié à votre activité. Oui, bah, il est 20h33, donc je crois qu'on a encore du temps. Guillaume, on peut en reprendre des questions. Euh, Euh, Simon, tu prends sur la Oui, rotation du BFR? que signifie rotation du BFR? Euh, sur les questions de définition, c'est toujours un peu, alors ça dépend comment les auteurs définissent la rotation du BFR. Je pense que ça correspond au calcul du BFR en nombre de jours de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on a vu avec Pascal, on distingue en général donc client, fournisseur et stock. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que ce qui compte en particulier quand on analyse le BFR, c'est en grande partie la dynamique du BFR, puisque ce qui va vous apporter ou vous consommer du cash, c'est l'augmentation ou la diminution du BFR. Voilà. Sur la définition, je pense que rotation du BFR, c'est simplement le BFR en jours de chiffre d'affaires. Des investissements. Euh, alors, les choix sont souvent sous contrainte, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours possible de faire du dégressif. Il n'est pas toujours possible de faire du dégressif. J'ai un problème de micro, non, c'est bon? Bon, ça va. Voilà. Il n'est pas toujours possible de faire du dégressif. Donc, premièrement. Deuxièmement, quand c'est possible, une entreprise normalement constituée va avoir intérêt à faire du dégressif le plus possible. Parce que ça veut dire qu'elle accroît ses charges comptables, qu'elle réduit son résultat comptable, et donc qu'elle réduit l'impôt à payer, sachant qu'elle le réduit dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le dégressif, comme on a beaucoup amorti, on amortit plus vite dans un premier temps pour, dans un deuxième temps, amortir moins vite. Parce qu'au final, si l'immobilisation nous a coûté 100, on amortira au total sur 100. Au lieu de faire 20, 20, 20, 20, 20, on aura peut-être amorti 30, 30, 30, et puis ensuite 25, et puis la dernière année 15, si vous voulez. Donc, ça permet de reporter dans le temps le paiement de l'impôt. Donc, toutes les entreprises qui sont profitables et qui ne se sentent pas trop serrées sur le résultat ont intérêt à faire du dégressif quand elles peuvent le faire. Quand on peut le faire, une entreprise qui fait que du linéaire, ça doit attirer l'œil parce que c'est pas de la bonne gestion fiscale. Donc elle, si elle fait du linéaire, c'est peut-être qu'elle n'a pas d'impôt à payer, parce qu'elle a eu des reports fiscaux déficitaires, ou qu'elle a la chance extrême de se trouver à Abu Dhabi ou Dubaï où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, hein, ou parce qu'elle a une obligation plus ou moins qu'elle se pose elle-même ou ses actionnaires lui posent de dégager un niveau minimum de résultat et qu'elle est un peu juste, qu'elle n'y arrive pas et qu'elle n'y arriverait pas si elle passait en dégressif. Quant à l'appréciation des investissements, souvent le dégressif est appliqué à des biens, c'est pour ça que l'administration fiscale l'accepte, à des biens qui ont une obsolescence technologique assez rapide. Donc, ça ne pollue pas le raisonnement qu'on a vu ensemble de comparer immobilisation nette et immobilisation brute, parce que il ne s'applique qu'à des choses qui vieillissent assez vite. Euh, voilà, le Mac que j'ai sous les yeux, bon, il est là, mais dans 3 ans, j'espère qu'il sera plus là. Il aura été remplacé par une version plus moderne. Donc, faire du dégressif sur un ordinateur, dès lors que fiscalement j'ai le droit, n'a rien de choquant, si vous voulez. Euh, donc, c'est plus, vous en tirerez l'indication sur le choix qu'elle fait stratégique, dégressif, linéaire. Vous en tirerez plus une appréciation sur la qualité de sa politique comptable, sur sa volonté d'extérioriser ou pas des résultats, que sur l'investissement lui-même.
Oui, peut-être ajouter sur ce point qu'en fait, on tient là un élément d'inefficience des marchés qui a été assez largement documenté. C'est-à-dire que les sociétés qui effectivement ont un résultat qui est par exemple proche de zéro ou juste négatif cette année-là, vont avoir tendance à sous-amortir, quand bien même elles pourraient amortir davantage fiscalement, ce qui est un comportement en réalité inoptimal, mais pour afficher des résultats qui sont juste positifs. Guillaume, on passe à la suite maintenant. Oui, je vois, on a fait déjà presque 40 minutes. Donc la suite, attendez que je vérifie mon revue des fils de discussion. Ah oui, je m'en mêle les pages dans mon texte. Alors, sur les fils de discussion, je voudrais revenir sur deux, trois éléments. Un certain nombre d'entre vous ont été perturbés par le concept de besoin en fonds de roulement négatif. Alors, d'un point de vue financier, c'est quand même très très sympathique d'être dans un secteur dans lequel le besoin en fonds de roulement est négatif. Parce que ça veut dire qu'en moyenne, vos clients vous payent avant que vous ne payiez vos fournisseurs. Donc c'est quand même très très sympathique, ça vous évite de faire l'investissement, c'est plutôt eux qui le font. Toute la grande expansion du groupe Carrefour, par exemple, hors de France, au Brésil, en Malaisie, en Thaïlande, en Colombie, etc., elle a été financée par les besoins en fonds de roulement négatifs qu'ils faisaient en France. Et d'ailleurs, ça a même fait l'objet d'un cas à Harvard sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez être confronté à des sociétés avec un besoin en fonds de roulement négatif. Vous calculez le ratio de rotation du besoin en fonds de roulement par rapport au chiffre d'affaires. Vous trouvez moins 15 jours. Ne dites pas non significatif où il y a une erreur de calcul. Enfin, vous vérifiez votre calcul, mais si vous trouvez moins 15 jours, ça veut simplement dire que vos clients vous payent et 15 jours après, en moyenne, vous payez vos fournisseurs. Donc on applique bêtement la définition. Simplement, il y a un moins ici qui intervertit l'ordre dans lequel les uns et les autres paient. Il y avait une deuxième question euh, qui revenait, c'était l'analyse de l'outil industriel de Gremlin. Là encore, je vais reciter une phrase que j'aime bien. La plus belle fille du monde, ou le plus beau gars du monde, pour pas être accusé de sexisme, ne peut donner que ce qu'il a. Bon, il se trouve qu'en comptabilité anglo-saxonne, c'est très rare que les sociétés communiquent sur le montant des immobilisations brutes. Et donc là, vous êtes coincé en tant qu'analyste externe parce que vous ne pouvez pas faire la comparaison immobilisation nette versus immobilisation brute. Car je vous rappelle, parfois certains ont fait l'erreur et je l'ai corrigé sur le fil des chats, c'est que l'immobilisation brute, ce n'est pas l'immobilisation nette plus la dotation aux amortissements de l'année. Non. L'immobilisation brute, si on veut la retrouver, c'est l'immobilisation nette de l'année plus toutes les dotations aux amortissements que j'ai passées cette année, l'année d'avant, il y a 2 ans, 3 ans, jusqu'au jour où j'ai acheté cette immobilisation. Or ça, dans les comptes de Gremlin, vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour revenir en arrière. Et donc, quand on a l'information, bah, on passe parce qu'on ne veut pas la donner. Dans les comptabilités ou dans les pratiques, je dirais, des groupes français, on trouve très souvent l'information. Il y a un tableau d'immobilisation qui explique le passage entre immobilisation brute et immobilisation nette. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez traiter le sujet. Ici, bah, je fais avec ce que j'ai. Chez Gremlin, vous n'avez pas l'information, donc vous ne pouvez pas traiter ce point. D'autres choses que vous vouliez qu'on traite, Guillaume, ici sur le. Ah bah j'ai euh, j'ai une question qui m'arrive là. Euh, les charges et les produits constatés d'avance. Oui, ça fait partie du besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est qu'un produit constaté d'avance? Eh bien, vous êtes chez Canal+, un opérateur de télévision qui vous abonne à la télévision pour 1 an. Et donc là, nous sommes le 14 novembre aujourd'hui, voilà. 14 novembre, vous payez et vous êtes abonné jusqu'au 14 novembre 2014. Canal+ clôture ses comptes au 31 décembre. Clôturant ses comptes au 31 décembre, ils vont considérer qu'il y a à peu près 45 jours, les 45 jours qui nous séparent du 31 décembre, sur lequel, mettons que ça, le chiffre d'affaires, enfin, l'abonnement annuel soit de 100, ils vont enregistrer 45 jours sur 365 jours de ces 100 en chiffre d'affaires. Et le reste, c'est un produit constaté d'avance. C'est-à-dire que ça va être un produit, puisque c'est bien effectivement quelque chose qui va contribuer au chiffre d'affaires, mais qui a été constaté d'avance à la clôture, puisque les gens ont payé le 14 novembre 2013 100 pour un abonnement dont ils n'ont consommé que 45 jours sur 365 et dont ils vont consommer à l'avenir
le reste sur l'année 2014. Et donc, le reste va être constaté en un produit constaté d'avance. Donc, on est parfaitement dans la définition d'un besoin en fonds de roulement, puisqu'on est dans la définition d'un décalage de paiement. Charge constatée d'avance, c'est le même principe. Hein. Mon abonnement à EDF, vous invertissez le fournisseur d'électricité, c'est sur un an, ça ne tombe pas avec le 31 décembre, c'est le même type de raisonnement. Donc oui, ça fait partie du besoin en fonds de roulement. Voilà, il est 20h43, donc je vous ai promis de tenir 40-45 minutes. Donc on est dans les délais. Je vous rappelle que sur le chat, on peut retrouver les questions et les questions auxquelles ni Simon ni moi n'avons le temps de répondre aujourd'hui. Vous les retrouvez sur le chat, posez-les sur le chat, pardon, et Simon et moi et mes autres amis, on va aller les corriger par écrit à défaut d'avoir pu les corriger par oral. Donc, je vous rappelle qu'on Guillaume, qui est un productiviste acharné, exploite toutes les minutes et me passe une dernière question. Tu la prends, Simon? Le recours massif à la facturage est-il une bonne stratégie pour réduire le BFR? Alors peut-être un mot sur ce qu'est la facturage. Donc ça consiste à remettre des créances à un organisme spécialisé en échange de cash. Donc c'est une forme de prêt qu'on vous accorde en échange des créances. Alors en fait il y a deux techniques. Il y a selon que l'entreprise ou l'établissement financier porte le risque de la créance. On parle d'affacturage sans recours, ça c'est la meilleure technique pour l'entreprise dans le sens où elle permet à l'entreprise de complètement se débarrasser du risque de la créance. Et ça permet aussi, dans les comptes consolidés, de se débarrasser des créances et d'apporter du cash. Alors la question est de savoir est-ce que ça permet en fait de résoudre les problèmes de BFR. La réponse est plutôt non, c'est-à-dire que ce qu'on conseille en analyse financière, c'est même de réintégrer les créances qu'on a mises à l'escompte et qui sont pas encore arrivées à l'échéance, même dans le cas d'un affacturage sans recours, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment juger de l'évolution du BFR, la comparer au secteur, etc. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que c'est évidemment une technique qui n'est pas gratuite et qui peut aussi être soumise à des problèmes si on est en période de crise de liquidité, crise de confiance, etc. Et ce qui fait que si vous ne l'avez pas réintégré dans votre BFR, vous vous retrouvez du jour au lendemain un BFR qui augmente énormément sans avoir pu l'anticiper. Donc voilà, donc je pense que la facturage, il faut plus le voir comme un outil de gestion de trésorerie utile qui vous apporte du cash à très court terme, mais pas a priori comme une solution à des problèmes importants de BFR comme ce qu'on peut rencontrer dans le cas Gremlin. Merci Simon. C'est le temps de la conclusion. Donc à partir de 21h, vous allez retrouver sur la plateforme le live qu'on a enregistré avec toutes les slides que nous avons utilisées. Et puis demain en début d'après-midi, comme vous en avez l'habitude, on va mettre sur la plateforme les vidéos correspondant à la troisième semaine de notre troisième partie, c'est-à-dire après avoir analysé les marges qui nécessitent des investissements. Les investissements nécessitent des financements, donc on va s'intéresser au financement en général et en particulier avec la société Grameen. Évidemment, je vais vous laisser un exercice pour que vous ne vous ennuyez pas dans les 8 jours qui viennent. Exercice que je corrigerai en direct en live dans une semaine exactement, jeudi prochain à 20h heure de Paris. Et puis vous aurez un quiz pour cette troisième semaine. Bon courage. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions. Bon courage, bonne soirée, à bientôt.